Bonjour à toutes et tous. Merci de nous retrouver nombreux ce matin pour cette nouvelle rencontre de CSE Matin, ce webinaire consacré à la préparation et la réussite des prochaines élections du CSE. Alors, vous êtes pratiquement 200 inscrits ce matin. Merci d'avoir répondu à cet appel. Et pour partager ensemble pendant cette heure sur l'enjeu clé que constituera le renouvellement à venir des CSE, pour beaucoup début 2023 et qui vont se dérouler 2023 voire 2024. On va avoir le plaisir de partager avec Xavier Duboc, Xavier du cabinet Apex Isast. Cher Xavier, je vous laisse vous présenter. Merci Fabien, donc je suis Xavier Duboc, je suis directeur régional du cabinet Apex Isast qui accompagne les représentants du personnel et les organisations syndicales. Voilà pour notre présentation. Ouais. Et je vais avoir donc le plaisir d'animer cette rencontre avec Agnès Redon, qui est la rédactrice en chef adjointe de CSE Matin. Alors peut-être pour les habitués, vous avez déjà les informations logistiques, mais Agnès, je veux bien que tu les rappelles. Oui, bonjour à toutes et à tous. Sachez que tout au long de ce webinaire, vous pourrez poser des questions. Nous les traiterons au fil de l'eau et nous conserverons quelques minutes à la fin de ce webinaire pour répondre aux questions. Les questions auxquelles nous n'aurions pas eu le temps de répondre pendant le webinaire. Et sachez également que ce webinaire sera disponible en replay sur CSE Matin et que vous aurez accès aux slides présentés ici. Et tu fais bien de le préciser, Agnès, parce que Xavier nous a fait l'amitié de concevoir cette présentation comme un document de travail, vous allez le voir, qui peut vous aider et vous guider pendant cette phase très importante de préparation des futures échéances avec mon cher Xavier sur la méthode, une première phase importante, qui est la phase de bilan. Exactement. Et donc, comme le disait Agnès et Fabien, l'idée, c'est de favoriser au maximum les interactions, poser toutes les questions, on y répondra. Ce qu'il y a plutôt juridique technique dans le document, vous pourrez le regarder chez vous. Donc, en attendant que le document s'affiche sur mon écran, Fabien. Oui. Parce que là, pour l'instant, il ne s'affiche pas, mais je peux le présenter. Non, mais ouais, il est affiché, mais je passe les slides. Il n'y a pas de souci. Alors, on a conçu cette présentation comme l'avant les élections, le pendant les élections et après les élections. C'est quand même un sujet majeur, une échéance majeure qui s'approche pour vous et qu'il faut préparer. Alors, avant les élections, en page 3, on voit qu'il y a deux bilans. Il y a le bilan des directions sur la mise en place des CSE et le bilan, on verra dans la page suivante, des représentants du personnel. Pour les directions, globalement, c'est plutôt positif parce qu'on a des réunions moins nombreuses, plus efficaces, qui permettent de mieux articuler les sujets, écho d'un côté par rapport aux conditions de travail, notamment dans le cadre d'un projet important. Il y a aussi la disparition du CHSCT qui, selon l'employeur, aurait pris trop d'importance, notamment dans les grandes entreprises. On les embêtait trop avec les conditions de travail des salariés, qui néanmoins représente une obligation de résultat de la part de l'employeur. Et puis un nombre d'interlocuteurs réduit qui favorisait aussi la professionnalisation des élus. Il y a moins d'élus, mais ils se forment plus, ils participent à tous les débats et on a des gens plus en capacité de mener des discussions. Néanmoins, même les directions soulèvent quelques limites dans la mise en place du CSE, notamment la perte de contact avec les élus de terrain, parce qu'on a moins de CHSCT, il n'y a plus de délégués du personnel, et puis un désintérêt croissant des salariés qui sont plus individualistes avec une baisse de participation aux élections professionnelles. Ça, pour moi, c'est un point important parce que ça veut dire qu'au moment où vous allez tirer le bilan, et on va le voir en page suivante, il me semble intéressant aussi pour vous d'interroger vos directions, leur dire qu'est-ce qui, selon vous, a bien marché dans la mise en place du CSE et des questions très fermées. Citez-moi 3 éléments défavorables du fait de la mise en place des CSE. Parce que sur ces éléments de constat négatif de la direction, vous allez pouvoir rebondir. Si, comme on le voit à l'écran, votre direction vous dit une perte de contact avec les élus des terrains, vous cochez, ça veut dire que dans la négo, vous pouvez peut-être demander à ce qu'il y ait plus d'élus ou des représentants de proximité ou plus de CSSCT. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dessus. Alors, Xavier, juge, est-ce que tu ne vois toujours pas le document? Non, j'ai une petite roue qui tourne, mais je peux citer les pages. Alors, je vais repartager la présentation puisque visiblement, tu n'es pas le seul. Donc, je vais reprendre le support et le partager à nouveau en espérant. Ça va mieux là? Ouais, super.
Bon, alors repartons sur celui-ci, c'est bon. Donc, on a vu la page 3. Page 4, c'est le constat des représentants du personnel. C'est un petit peu moins glorieux parce que pour les représentants du personnel, autant les employeurs disent il y a moins de moyens, c'est mieux. Étonnamment, les représentants du personnel disent bah oui, mais il y a moins de moyens, il y a plus de prérogatives et avec un risque de traitement superficiel des sujets parce que l'ordre du jour fait 4 pages et on n'a pas le temps de tout faire. Perte de proximité avec les salariés parce qu'on n'est plus dans tous les établissements, on n'est plus sur tous les sites, on n'est plus dans tous les services. Disparition du CHSCT, qui était quand même une instance entièrement dédiée aux conditions de travail et qui avait la personne morale, donc qui pouvait nommer des experts, etc., ce qui n'est plus le cas aujourd'hui de la CSSCT. Et puis, possible crise des vocations, parce que quand on a des mandats plus complexes, certes plus intéressants, mais plus lourds et avec moins de moyens, pour attirer les petits copains pour dire venez sur la liste, c'est pas forcément hyper vendeur. Dans le détail à droite, rapidement, pour les élus du CSE, des ordres du jour trop chargés, affaiblissement du poids des représentants par rapport à la direction, accroissement de l'investissement temps nécessaire pour les élus, moins bonne prise en compte des enjeux santé au travail, moins bonne prise en compte des réclamations individuelles et collectives. Je vous passe tout le détail, mais en effet, il y a quand même une perte de qualité dans le dialogue social. C'est très conforme d'ailleurs, Agnès, à ce qu'on retrouve dans les témoignages et nos interviews sur CSE Matin. Hein. C'est l'analyse qui est assez fréquemment remontée du terrain. Très souvent, oui. Oui, puis pour animer, moi, des formations auprès de représentants du personnel, puis pour accompagner des élus, c'est quand même omniprésent. Et la page suivante le prouve. Hein. Vous avez en bleu, on va partir en rouge, c'est le nombre d'élus qu'il y avait en fonction de la taille des entreprises. Donc tout en bas à gauche, 9731. Donc pour une entreprise de 9731 salariés, c'est précis, vous aviez avant une centaine d'élus. DP, CHSCT, CE. Dans le cadre de la loi, aujourd'hui, cette même entreprise va avoir entre 35 et 40 élus. Donc, on voit qu'il y a une diminution forte du nombre de représentants du personnel. Cette diminution, pour info, c'est en partie parce que les lois sont un peu moins favorables, mais pas uniquement. C'est aussi parce qu'historiquement, les CE, négo après négo, mandat après mandat, avaient négocié du droit syndical supplémentaire. Un suppléant en plus par ici, un titulaire par là, 2 heures de délai par mois en plus, etc. Et année après année, on avait atterri à la ligne rouge avec en effet un nombre de titulaires et des heures de délégation qui était plus appréciable. Avec la mise en place du CSE, c'est technique, mais tous les textes qui faisaient référence au CE, y compris dans les accords d'entreprise, ont été supprimés. On ne peut plus parler du CE, il n'existe pas, donc on revient à zéro. Et les employeurs dans les négos ont très peu repris en compte ce qui avait été négocié précédemment. Donc ça, c'est complexe et ça valorise, en effet, ça factualise le fait que vous êtes moins nombreux et qu'il faut faire plus. Par rapport à tout ça, il y a des difficultés dans les moyens. Vous avez des mandats très riches, représenter l'intérêt individuel et collectif des salariés. C'est intéressant de faire le bilan. Vous allez passer en élection, donc qu'est-ce qu'il en est des 4 dernières années? Alors, ce qui va être intéressant, c'est d'accompagner nos amis avec les outils pour procéder à cette évaluation qui est urgente finalement, puisqu'il faut anticiper tout ça. Exactement. Pour vous orienter un petit peu, on a fait quelques pages comme celle-ci et vous pouvez vous poser des questions. Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné ou dysfonctionné au cours de cette mandature? C'est hyper intéressant parce que ce qui a fonctionné, il faut le renforcer, il faut le garder. Ce qui a dysfonctionné, si c'est un constat partagé avec votre employeur, il faut travailler dessus pour l'améliorer. Je prends un exemple concret, le remplacement des titulaires. Vous êtes en réunion CSE plénière, vous avez un titulaire qui vous appelle, je ne suis pas là, il n'y a plus d'essence, je ne peux pas venir de Marseille à Lyon. Donc, il faut le remplacer par un suppléant. Le problème, c'est que quand on applique les règles, le suppléant de Jean-Pierre de Marseille, il se trouve à Douai dans le Nord et il doit venir à Lyon. Donc, la réunion, légalement, ne peut pas commencer tant qu'on n'a pas remplacé Jean-Pierre qui ne peut pas être là. Et là, l'employeur va vous dire, ouais, mais moi, demain, je pars en Chine parce que j'ai un rendez-vous. Oui, mais les présents ne sont pas là, donc on suspend la réunion jusqu'à nouvel ordre. Si ce type de fonctionnement, plutôt dysfonctionnement, vous aide à montrer à l'employeur qu'il faut changer les choses, qu'il faut par exemple inviter 2, 3 ou l'intégralité des suppléants à la table des réunions plénières, il faut le noter et le négocier. Le point 2, arrivez-vous à consacrer suffisamment de temps à l'exercice de votre mandat de manière satisfaisante? Je peux établir des avis argumentés à chaque fois qu'on m'informe consulte. Je peux répondre aux réclamations des salariés, etc. En général, point 3, considérez-vous que le CSE dispose de suffisamment d'informations sur l'entreprise? Ça passe notamment par les informations consultations annuelles, vous savez, situation économique et financière, politique sociale et orientation stratégique, mais aussi tout ce qui est projet important et tout ce qui est conditions de travail.
Avez-vous le temps d'étudier ces informations qui vous ont transmises? En 5, lorsqu'on vous a sollicité sur des problématiques santé, sécurité, conditions de travail, est-ce que vous considérez que vous avez pu y contribuer et remédier à des problématiques? Donc tout ça, ça vous permet de regarder dans le rétroviseur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et c'est ce qu'on complète sur la page suivante, puisqu'en gros, tout en haut, on va se dire quelle était la stratégie initiale du CSE. En gros, une stratégie initiale, ça peut être on va défendre l'emploi, on va travailler sur les conditions de travail, on va améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Et par rapport à ça, dans le quotidien, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez permis de remplir le programme que vous aviez affiché? Par rapport à droite au recours des expertises, est-ce que vous avez eu recours à des expertises? On le voit, hein, vos mandats sont plus compliqués, vous avez moins de temps, il faut en faire plus. L'expertise peut être un moyen de vous faire accompagner et de faire le travail par quelqu'un d'autre. Quand vous rendez des avis, est-ce que la direction prend en compte vos avis et est-ce qu'elle donne suite? Alors, petit rappel, un avis, la loi précise que c'est pas je suis pour, je suis contre, je suis favorable, je suis défavorable. Ni même la CGT vote favorable ou défavorable et la CFDT l'inverse. Un avis, c'est une délibération où par rapport à un projet, vous dites ce projet apporte des éléments intéressants pour les salariés, néanmoins il y a des risques sur la santé, néanmoins il y a des risques sur la productivité, néanmoins il y a des risques sur le pouvoir d'achat des salariés et dans votre avis, vous posez des questions et vous faites des recommandations. L'employeur a obligation légale dans la réunion suivante de répondre à vos questions et de répondre de manière argumentée à vos propositions. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de rebalayer les avis sur les 4 dernières années, puis balayer l'échec et les relations et les succès dans les relations avec votre employeur. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Très clairement, on connaît des employeurs, dès qu'on sort un texte juridique avec le petit drapeau bleu-blanc-rouge, legi.gouv.fr, disent « Oh là là, j'aime pas ça, ils vont appeler l'avocat, donc je vais les écouter ». Il y en a qui vont être plus susceptibles sur leur image. Tiens, ils menacent d'appeler la presse, je n'aime pas ça, donc je vais les écouter, je fais marche arrière dans mes réclamations. Tout ça, c'est à vous de calibrer et d'analyser dans votre relation à l'employeur ce qui a pu vous permettre de faire peser un rapport de force favorable ou pas. Et enfin, ça c'est par rapport à l'employeur, mais vous êtes d'abord là pour représenter les salariés, et c'est même chose, quels sont les échecs et les succès dans la relation avec les salariés, dans la gestion des activités sociales et culturelles, etc. L'idée là-dessus, c'est de vous dire que de plus en plus, même si ça a toujours été le cas, mais de plus en plus, la communication est quand même un élément fondamental. Je ne parle même pas, en fait, si je vais en parler, mais de la mise en place du télétravail avec des salariés à distance, où il faut vraiment réfléchir à sa communication, sinon petit à petit, vous allez perdre le contact avec les salariés qui restent chez eux. Et une recommandation par rapport à ça, c'est au prochain mandat, si vous ne l'avez pas fait pour l'instant, c'est de nommer au sein de votre équipe un responsable communication qui, en sortie de CSE, par exemple, communiquera directement auprès des salariés pour dire telle question, voilà la réponse de l'employeur. Mais vraiment insister de plus en plus sur la communication parce qu'au final, vous avez aussi des mandats politiques, vous êtes là pour vous faire élire. Et si vous faites des choses géniales, mais que personne n'en a conscience, ça tombera à l'eau. Et Xavier, je te livre quelques questions et réactions de nos intervenants. Christian d'abord qui dit que la réponse motivée à l'avis et qui pose la question « Peut-elle être rendue lors de la réunion au cours duquel l'avis est rendu ?» Alors, logiquement, vous rendez, on va dire qu'on est le 13 octobre. Aujourd'hui, on a une réunion, on nous a informé sur un projet de déménagement, on rend notre avis. Si par rapport aux questions et aux contre-propositions que vous faites, l'employeur a directement des réponses, quelque part, c'est bien. Il faudra qu'officiellement, soit au PV de la réunion suivante et que ce soit validé, parce que c'est une réponse écrite. Oui. Et la réponse écrite de l'employeur qui dit « je prends en compte qu'il n'y a pas assez de place de parking, j'en ajoute 10 », c'est un engagement de l'employeur. Une fois qu'il a validé le PV, il a obligation de le faire. Tout comme, et c'est plus souvent dans ce sens-là, votre recommandation, attention, les portes d'évacuation sont trop étroites, ça peut représenter un risque. Si l'employeur vous répond « moi je ne suis pas d'accord, je m'en fous », il devient responsable et coupable si jamais en cas d'incendie, il y a un problème d'évacuation. Donc le tout, c'est qu'il le fasse. Moi, je préfère qu'il attende quand même un mois pour qu'il ait le temps d'aller chercher de l'information, qu'il ait le temps d'apporter une réponse vraiment argumentée. Mais ce qui compte dans tout ça, et tout au long de votre vie du CSE, c'est ça, c'est que ce que va dire l'employeur en réunion plénière est un engagement. Engagement à faire ou engagement à ne pas faire. Et ça, vous le consignez. Et ça, c'est hyper important parce qu'au final, nous, on considère qu'un CSE, c'est le lieu de l'engagement de l'employeur. Il faut prendre la réunion plénière comme le match, le moment où vous allez pousser l'employeur à prendre des engagements. Plus de pouvoir d'achat, plus d'emploi, de meilleures conditions de travail.
on en discute, il est d'accord, on signe et ça vaut loi dans l'entreprise. Donc, c'est là où il faut passer par l'écrit. Xavier, Alain fait à la fois une réflexion et pose une question. La réflexion, Alain nous dit, ce qui n'a pas fonctionné, c'est le fait que certains élus n'ont pas compris l'importance des CSE et se retrouvent perdus devant la grande partie, voire la montagne juridique et moins sociale, ce que tu disais, mais qui sont aussi peut-être des armes en retour. C'est-à-dire quand on s'empare de la chose juridique, on a aussi le pouvoir de peser dans la discussion. Exactement. Alors ça, 2 points. D'abord, le bilan de votre CSE, comme on l'a vu, il est externe par rapport à l'employeur, externe par rapport aux salariés, mais tu as raison, je crois que c'est Alain, il est interne aussi par rapport à votre équipe, entre vous, entre les syndicats, ou même entre votre syndicat, ce qui a marché ou pas. Ce que je propose, c'est que ce point-là, on va le voir dans l'après-élection, la prise en compte des nouveaux arrivants et des sortants au CSE. Et c'est une question qu'on règle un petit peu, dire comment vous pouvez vous équiper pour que les nouveaux entrants soient formés, soient compétents et qui prennent en compte l'intérêt de leur mission et ce qu'il va falloir faire pour bien les mettre en place. Alain pointait du doigt une difficulté à laquelle il semble être confronté. Pour l'expertise, la direction nous renvoie vers le national, le CSE central, et pas en CSE d'établissement. Alors ça, c'est une réalité. Les lois ont quand même beaucoup évolué là-dessus, pas forcément dans le bon sens. Ce qui est situation économique et financière, ce qui est stratégique et ce qui est politique sociale, a priori, se fait au niveau du central, sauf, et c'est particulièrement le cas pour la politique sociale, voire uniquement le cas pour la politique sociale, s'il y a certains éléments de la politique sociale qui ne concernent que ton établissement. Dans ce cas-là, 1, il y a la consultation au niveau national, mais 2, il y a la consultation au niveau de ton établissement pour traiter des spécificités de la politique sociale ou de la stratégie par rapport à ton établissement. Si dans la politique sociale et dans la stratégie, il n'est jamais mentionné des différences entre les établissements, la direction, malheureusement, a le droit de tout faire remonter au niveau du central. Et donc, sur cette page, une fois qu'on a analysé tout ça, c'est par rapport à ma stratégie d'il y a 4 ans, comment je la confirme dans les élections à venir ou comment je la modifie, ma stratégie, pour l'adapter aux éléments de bilan que j'ai tirés et que j'ai analysés. Cette page-là, comme vous voyez, est très légère, donc je ne vais pas vous la lire. L'idée, c'est de vous dire, le bilan, il faut aussi le faire par rapport à la situation de l'entreprise, au niveau stratégique, au niveau de la situation éco, au niveau de la situation sociale. Et là-dessus, vous vous appuyez sur les 3 informations consultations annuelles sur ces thèmes-là, que ce soit au niveau, en effet, du CSEC, comme Alain le mentionnait, ou au niveau des CSE d'établissement, s'il y a des choses. Et vous, ça vous permet là-dessus d'avoir un discours par rapport aux salariés. Nous, on comprend les orientations stratégiques et on va vous dire qu'elles vont avoir des impacts sur la situation économique et financière, sur la politique sociale, par exemple. Et ça peut être intéressant. Et on le verra plus tard sur une diapositive très intéressante. Les salariés, sur vos missions, information, consultation, les 3 qu'on voit là, ce n'est pas des choses sur lesquelles ils sont très au courant et ce n'est pas des choses qui, a priori, les intéressent beaucoup. C'est là, il va y avoir aussi, on le disait, une mission de communication de votre part. Alors, nous avons une question de Rita sur l'ordre du jour. Comment l'alléger lors d'une réunion? Parce que souvent, ce qu'elle remarque, c'est qu'elle est obligée de revenir à chaque réunion sur des questions auxquelles elle n'a pas eu de réponse. Très bonne question qui en pose plusieurs. L'ordre du jour, très clairement aujourd'hui, la loi prévoit que, sauf instance particulière, et c'est par accord qu'on les met en place, vous allez traiter les questions économiques financières, les questions sociales, les questions ex-CHSCT, les questions ex-EDP et les ASC. Vous aviez avant 3 ou 4 ordres du jour qui faisaient 1 ou 2 pages. Aujourd'hui, vous allez avoir 6 à 8 pages. Une réunion débute il y a 1 heure, elle se termine quand l'ordre du jour est épuisé. Il n'y a pas de date de fin d'une réunion. Si l'employeur, ça l'embête un peu d'avoir des réunions d'1 journée, 2 journées, 3 journées, la première option, c'est de pouvoir vous dire, on va séparer. Les ex-délégués du personnel, ce qu'on appelle les réclamations individuelles et collectives, on va en faire une cellule à part où on le traitera un autre jour. Parce que ça, le risque, on le verra tout au long du webinaire, le risque, c'est que ces questions-là tombent à l'eau et qu'on les traite de moins en moins. Donc, en faire quelque chose à part. Il peut y avoir aussi les commissions. Les commissions, que ce soit CSSCT, etc., peuvent vous permettre de déblayer une part du travail en dehors du CSE. Donc, l'idée, c'est en effet de l'alléger, mais de tout traiter. Parce que le risque d'un ordre du jour trop long, et moi, je connais des employeurs qui font très bien ça, c'est que les questions importantes sont à la fin. Il est 4h30, on a tous des enfants à aller chercher à l'école, et puis un boulot à reprendre derrière, ou autre chose à faire, et que les 2 dernières questions, on les traite par-dessus la jambe. Et c'est tout bénéfice par l'employeur.
Ça, c'est le premier point. Donc, l'alléger, et par rapport au constat qu'on a fait dans les études menées, ça me prouve bien, pour avoir des ordres du jour plus légers et des questions qu'on traite plus en profondeur. Donc ça, c'est le premier point et c'est important. Le deuxième point, il est capital et la personne qui posait la question a raison de le dire, c'est qu'un employeur a obligation de vous répondre, idéalement tout de suite. S'il ne peut jamais répondre tout de suite en CSE, ça veut dire qu'il n'est pas président du CSE. Le président du CSE a capacité, autonomie et compétence. Donc, il doit pouvoir vous répondre immédiatement. Il y a des fois, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir une meilleure réponse, j'ai aucun souci à ce qu'on reporte la réponse dans le temps. Par contre, je connais aussi beaucoup d'employeurs qui disent « Ah, ça, je vous réponds le mois prochain ». Si on n'a pas un tableau de suivi des questions en cours ou des réponses aux avis précédents, je vous l'ai dit si vous avez posé des questions, soit ça passe à l'as, et dans ce cas-là, c'est tout bénéfice pour l'employeur, il n'a pas répondu, et comme je vous le disais, s'il n'a pas répondu, il n'y a pas d'écrit, donc il n'y a pas d'engagement, et on passe à autre chose. Et on traite des sujets en se disant on verra plus tard, et on ne le voit jamais plus tard. Donc l'idée, c'est d'avoir en effet un tableau de suivi qui permet à la réunion de décembre de traiter les points qui étaient restés en suspens en réunion d'octobre ou de novembre. Le point, et c'est là en effet où ça joue, c'est que ça rajoute encore des choses à faire par rapport à un ordre du jour qui était colossal. La question, c'est comment on fait pour traiter tous les sujets, parce que ça reste une obligation légale, mais peut-être pas tous les sujets au même moment à la même réunion. La CSSCT, si elle est en place, elle peut traiter des choses. S'il n'y en a pas, parce que vous êtes moins de 300, vous n'êtes pas site Céveso, vous pouvez dire à l'employeur, même si on est moins de 300, on a le droit de la mettre en place par accord. Ça peut permettre de traiter mieux les points de conditions de travail. Une commission réclamation individuelle et collective, vous savez, les ex-délégués du personnel, rien n'empêche de retrouver le même formalisme. Avec un cahier où on inscrit les questions, il y a des réponses de l'employeur et on se fait une réunion à part pour traiter ces sujets-là. Ça, et puis entre vous, en effet, beaucoup d'organisations pour traiter les sujets en amont, définir un ordre du jour qui tient la route, avoir une réunion préparatoire où on définit bien les objectifs qu'on va se fixer. Je reprends la logique qu'on a. La plénière, c'est le lieu d'engagement de l'employeur. Si vous n'arrivez pas le matin en réunion plénière en vous disant aujourd'hui j'ai 3 objectifs, 1, plus 10% sur les salaires, 2, une prime pour conditions de travail dangereuses, 3, une révision du temps de travail, par exemple, si vous ne vous fixez pas les objectifs, vous ne les atteindrez pas. Alors, je ne vous dis pas que tout préparer, c'est une garantie de succès. Je vous dis que ne pas préparer, c'est une garantie d'échec. Donc, c'est aussi le travail en amont qui peut vous permettre d'être plus efficace. Ça, nécessaire, mais pas suffisante. Exactement. Alain renvoie. Vas-y, Xavier. Et puis un dernier point, mais je l'ai mangé, donc on y reviendra plus tard. Éviter aussi peut-être les CSE tribunaux, les CSE parlement, où on a beaucoup de discussions. Ça peut être intéressant, mais on perd du temps. Pour moi, un point à l'ordre du jour, c'est difficulté d'accès aux locaux parce que les portes ne s'ouvrent pas. Voilà la proposition des salariés, des représentants du personnel, et c'est là où il faut avoir travaillé. Il ne faut pas juste dire, monsieur l'employeur, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut dire, nous, voilà ce qu'on vous propose. Réponse de l'employeur. OK, je mets en place. Non, je ne mets pas en place parce que ça coûte trop cher, etc. Mais c'est une façon aussi de condenser et de répondre rapidement aux questions. Et puis, pas vous marcher sur les pieds les uns des autres. Moi, j'ai déjà participé à des réunions où il y a Alain qui dit, moi, je pense que blablabla, ABC. Et puis le suivant qui dit que ABC, c'est aussi intéressant. Donc, il dit, je tiendrais à ajouter que A, B et C, et on répète 4 fois les mêmes éléments. 1, je trouve que ça affaiblit la force d'un argument de le répéter plusieurs fois. Et 2, vous mangez du temps de parole. Donc, il faut essayer d'être hyper efficace en réunion pour aller beaucoup plus vite sur les sujets. Un point à l'ordre du jour, une recommandation, une question ou une demande des représentants du personnel. Maintenant, monsieur l'employeur, que répondez-vous à ça? Pour aller un peu plus vers l'action et la prise d'engagement plutôt que vers les discours et les débats. Tout ça nous invite à une approche stratégique. Il faut être stratège vous-même, élu dans vos approches des sujets, dans la conduite des réunions. Alain nous dit quand même, qui est une réponse peut-être, qui évoque ce que tu disais tout à l'heure. Si mon président me répond, je n'ai pas le mandat pour vous répondre, que faire? Alors ça, c'est génial. Ce mec, c'est quand même se tire, même pas une, mais 2-3 balles dans le pied. Vous actez. À cette question, le président nous répond « Je n'ai pas mandat pour vous répondre ». À la réunion suivante, faites acter au PV qu'il a bien dit ça. Et un employeur, enfin un représentant de l'employeur, donc un président du CSE qui n'a pas mandat pour répondre au représentant du salarié, ne peut pas prendre la mission de président du CSE. La personne en face de vous a compétence, a autorité. Donc, il faut qu'elle soit capable de vous répondre pour avoir un dialogue social qui tienne la route. Si clairement elle vous dit « Je ne peux pas le faire », merci de nous le dire. Suivant. Nous, on va voir ailleurs. Et on veut quelqu'un d'autre. Les juges, là-dessus, sont très clairs.
Si la personne en face de vous, le président du CSE, n'a pas autorité, n'a pas compétence, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Bien noté. Je pense qu'Alain... Oui, nous avons une question d'Hélène sur l'enregistrement de la réunion de CSE, parce que le secrétaire du CSE ne fournit pas les PV définitifs de réunion. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'en tant qu'élu du CSE, nous pouvons enregistrer la réunion? Alors aujourd'hui, dans les lois, ça a changé. Vous avez le droit d'enregistrer les réunions, mais il faut que ce soit assez clair sur qui a accès, les délais pendant lesquels vous gardez les bandes, etc. Après, juridiquement, l'ordre du jour est établi de manière conjointe par l'employeur et le secrétaire, et c'est que ces deux personnes-là. Et le PV est à la charge du secrétaire. Donc c'est au secrétaire de rédiger le PV, quitte à se faire aider par quelqu'un d'autre ou par une entreprise extérieure qui rédige le PV, mais c'est lui qui à un moment tient un papier et qui dit ça c'est le PV. Donc ça a valeur de PV pour la réunion de octobre 2022 de l'entreprise de Schmurz. Et ça, c'est de sa responsabilité. S'il ne le fait pas, le problème, c'est qu'il n'assume pas son rôle de secrétaire. Alors après, il y a des enjeux syndicaux qui font qu'il a une majorité ou pas, parce que vous pouvez essayer de faire reconnaître qu'il ne remplit pas son rôle, mais ça va être plus complexe. C'est là où on va le voir derrière. Par exemple, un règlement intérieur d'entreprise de CSE très clair qui dit le secrétaire doit faire le PV dans les 15 jours qui suivent la réunion, parce que c'est le cas ça juridiquement, et le transmet ensuite à l'ensemble des élus pour relecture avant la réunion suivante. Ça permet de fixer les règles. Alors, on va dérouler, on continuera avec les questions et on vous remercie pour la richesse des échanges, mais on a encore beaucoup de choses à voir. Les sujets prioritaires à traiter par le CSE et surtout la perception par les représentants du personnel par rapport à celle des salariés, mon cher Xavier. Ouais, hyper intéressant. C'est pour ça qu'on vous le met, qu'on va le commenter, parce que c'est une enquête qui a été faite pour les représentants du personnel. Les 3 premiers points, conditions de travail, RPS, sécurité au travail. On voit que conditions de travail, c'est majoritaire. Des points très importants aussi pour les salariés, on est entre 70 et 85%. Sur les conditions de travail, en termes de communication, vous allez être écouté, vous allez être suivi. Donc, il y a vraiment des choses à faire. C'est un sujet qui plaît à tout le monde. Bien investir dessus. 4e point, le pouvoir d'achat et les rémunérations. Ça, c'était uniquement en mars, donc c'est un sujet qui a sans doute encore monté aujourd'hui. 75% pour les représentants du personnel, même chose 3/4 des salariés. Donc, sujet à ne pas négliger. Sur les 3 points suivants, ça reste important, un peu moins, mais ça reste important pour les représentants du personnel, beaucoup moins pour les salariés. Et ces sujets-là, c'est ceux que je mentionnais tout à l'heure, c'est les 3 infos consultes annuelles. La stratégie de l'entreprise, les enjeux économiques et financiers, la gestion des compétences et de l'emploi, donc un peu la politique sociale. C'est à vous de faire comprendre aux salariés que ces sujets-là, vous en saisissez, vous les comprenez et vous comprenez ce qui se passe dans l'entreprise. Parce qu'il est quand même intéressant de voir que pour 3/4 des salariés, le pouvoir d'achat et la rémunération, c'est important, mais que les enjeux économiques et financiers, c'est important pour 45% des salariés. Il va falloir leur dire que si on veut que le pouvoir d'achat soit un sujet important, il va falloir que les enjeux économiques de l'entreprise soient bien compris. Parce que pour demander des augmentations, si votre entreprise est en cessation de paiement, bon courage. Il va falloir aller chercher les éléments économiques qui prouvent que vous versez X millions d'euros aux actionnaires tous les ans, que l'entreprise va bien, qu'elle génère de la trésorerie et que ça permet d'avoir des négociations annuelles obligatoires intéressantes. Donc, c'est à vous de faire le travail une fois de plus en communication, de bien comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et de le ressortir aux salariés. Voilà ce qu'on comprend de l'entreprise. Voilà comment elle évolue, voilà les enjeux à court et moyen terme. Ça renvoie peut-être aussi à parfaire la perception du rôle du CSE et que cette dimension stratégique qui est importante, qu'il consolide dans le paysage, elle n'est pas toujours perçue sur le terrain. Exactement. Et je fais le lien avec ce que disait, je crois que c'est Alain tout à l'heure, c'est eux, mais les élus eux-mêmes ne connaissent pas l'étendue de leur mandat. Alors vous imaginez, moi quand j'anime des réunions sur vos mandats, sur vos prérogatives, on en découvre plein à chaque fois. Donc si vous ne les connaissez pas, vous imaginez bien que les salariés n'ont aucune idée de ce que vous faites. Et c'est là aussi où un avis argumenté, par exemple sur la situation économique et financière, plutôt que de dire je suis pour ou je suis contre, c'est déjà un outil de communication. Voilà l'avis du CSE sur la politique sociale de l'entreprise. On n'en fait pas assez, on fait bien, on peut faire différemment. Et là, la communication, elle est toute faite. Si, face à l'information consultation sur la politique sociale, après 4 heures de réunion, 12 préparatoires, 3 sorties au resto, c'est on est pour, on est contre, moi, je peux comprendre qu'il y ait des salariés qui disent « Ah, c'est quand même pas trop dur, leur boulot, là, ils sont pour, de toute façon, ils sont toujours pour, ils sont contre, de toute façon, ils sont toujours contre, et en quoi ça me représente ?» Donc, l'idée, c'est vraiment d'argumenter, parce que c'est là où ils vont voir qu'il y a du travail. Et c'est là où ils vont voir que la gestion des compétences, ça peut leur permettre d'avoir du boulot pour plus tard, ça peut leur permettre d'être placés dans l'entreprise avec l'évolution des métiers qui apparaît. Donc, c'est là où c'est assez intéressant.
et de les motiver, comme tu dis Fabien, sur ces points-là. Avant-dernier point, et c'est un peu un rôle, et c'est un peu une alerte chez nous, c'est les réclamations individuelles, les ex-délégués du personnel. 54% des représentants pensent que c'est un sujet prioritaire, 46% des salariés. On l'a vu, et c'est là où tout fait lien, un ordre du jour surchargé, avec des questions individuelles collectives ex-DP qui peuvent représenter des dizaines de lignes. On peut avoir tendance à les négliger et pas assez les prendre en compte. Et comme en plus, on est moins présent sur le terrain, on recueille moins les réclamations des salariés. Et si ça, on s'en saisit pas, on va moins le faire. Petit à petit, les salariés vont oublier qu'ils ont le droit de vous poser des questions et que l'employeur a obligation de vous répondre. Et puis, ce rôle-là va disparaître. Et honnêtement, des prérogatives de CSE qui disparaissent, même si vos mandats sont géniaux mais complexes, eh ben, ça veut dire qu'on va petit à petit réduire votre portée. Donc ça, il faut voir comment on peut le travailler pour le garder. Et une fois de plus, une des possibilités, c'est de faire une réunion à côté. Parce que ce que je dis sur la vie, c'est valable sur la réclamation, hein. Théoriquement, une réclamation, c'est pas juste, tiens, il y a une prime qu'on pourrait avoir, on l'a pas, monsieur l'employeur, qu'est-ce que vous faites? Une réclamation, c'est par rapport à telle prime, le droit du travail précise que, on a été voir dans la note de service du 12 décembre 2008 qui précise que c'est bien mis en place, nous demandons, nous représentants du personnel, la mise en application du droit. Et c'est pas vous, l'employeur, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Parce que l'employeur va vous répondre, ouais, je souhaite respecter le droit à horizon 2038, je vais mettre des moyens supplémentaires, mais sans dire lesquels. C'est à vous de le pousser à prendre des engagements avec des dates, des durées, des quantités, des sommes. Donc là-dessus, important de réfléchir à comment on fait vivre les réclamations individuelles. Il est possible qu'une partie non négligeable de salariés ne savent même pas que toutes ces questions-là, ils peuvent vous les adresser et que l'employeur vous répondra. Dernier point sur la transition écologique, mais on y reviendra en toute fin. La surprise. Et ça, c'est présent dans toutes vos informations consultation. Aujourd'hui, à chaque fois, on a ajouté dans les lois et impacts environnementaux. Ça, c'était en mars, 21% des représentants du personnel, 25% des salariés. C'est pas beaucoup. Alors, je pense que ça va monter. C'est un sujet qu'il faut pas négliger. Il faut pas être trop dogmatique. Il faut pas dire l'environnement, c'est bien ou c'est pas bien. On va le voir plus tard. Il faut dire l'environnement va avoir des impacts sur la vie de l'entreprise. Nous, on est là pour représenter vos intérêts. Voilà comment on va représenter vos intérêts par rapport à la mise en place d'une démarche environnementale. Et Xavier, ma surprise, c'est que c'est l'item pour lequel on a eu une conscience plus forte de la priorité chez les salariés, alors légère, que chez les représentants du personnel. Exactement, c'est le seul item. C'est le seul item. Parce que je pense qu'il est possible, hein, ça c'est un avis personnel, mais qu'on en entend parler tous les jours et qu'on a une conscience personnelle par rapport à ça, quand on va aux urnes, etc., qu'en tant que représentant du personnel, c'est un sujet qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et qu'on a un peu peut-être de réticence à y aller. Mais même nous, experts, hein, on se forme tous les jours et on se fait accompagner de cabinets extérieurs spécialisés. C'est des questions qu'on ne maîtrise pas et quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on peut avoir tendance à dire « je ne le mets pas dans mes priorités ». Mais c'est aussi une bonne nouvelle. Voilà, l'attente existe. Alors, les outils pour réaliser le bilan. Ça complète ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais vous lire la partie de gauche. La partie de droite, c'est à vous de la lire chez vous, de répondre à ces questions pour préparer vos élections. En gros, c'est quoi les indicateurs quantitatifs du dialogue social dans l'entreprise? Le nombre de réunions, le nombre de négos, etc. En 2, les moyens du CSE et de son organisation. Combien j'ai d'élus titulaires, combien j'ai de suppléants, combien j'ai d'heures de délégation, etc. Combien j'ai fait de formation. 3, l'analyse qualitative des consultations. Comme je vous le disais, est-ce que le calendrier est bien fait? Est-ce que l'employeur écoute nos avis et y répond? 4, les initiatives du CSE. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on a développé? 5, l'action en matière d'ASC. Pas de l'oublier, hein, c'est un sujet qui est primordial pour les salariés. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est très visible. Ça leur offre du pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent pas? Comment on peut faire évoluer? Avec une problématique aujourd'hui, c'est que de plus en plus, de ce que j'entends de tous les représentants du personnel, les salariés veulent de l'individuel et du chèque, voilà, en gros des billets. Alors qu'historiquement, on était plutôt sur du collectif, du sportif, du culturel. Ça s'éloigne de plus en plus. En fait, c'est un moyen d'améliorer son pouvoir d'achat. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais il faut le prendre en compte. Et puis là, vous avez un vrai rôle à jouer d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés en négociant plus d'activités sociales et culturelles auprès de votre employeur. L'action du CSE et des négos collectives. Comment on s'articule avec les délégués du syndicat pour améliorer l'état des négociations. La relation entre le CSE et les salariés en 7. Et enfin, le bilan global du travail entre la direction et le CSE. Ça vous permet de faire la photo et de repartir sur des nouvelles bases pour votre nouveau mandat. Alors, pendant les élections, ça obéit à certaines modalités. Quelles sont-elles, donc, Xavier? Exactement, donc. En gros, on l'a vu, le droit est retombé quasi à zéro au niveau de la loi et non pas de ce qu'on avait négocié au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est de se dire,
Juridiquement, pour préparer des élections, il y a des étapes à mettre en place en termes de protocole ou d'accord. À chaque fois, c'est l'occasion peut-être de renégocier des choses qui vont améliorer votre droit syndical. Le premier point, c'est l'accord de mise en place du CSE. Sans ça, pas d'élection. En gros, c'est de se dire, moi, mon entreprise, est-ce qu'elle est mono-établissement? Dans ce cas-là, il n'y a qu'un CSE, qui a le point qui avait été mentionné tout à l'heure. Ou mon entreprise, il y a plusieurs établissements, donc il y a plusieurs CSE d'établissements, et tout en haut, j'ai un CSE central. Sans cet accord-là, on ne peut pas passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le protocole d'accord préélectoral, où on va définir les modalités du scrutin. Et c'est pour ça que si on n'a même pas défini s'il fallait un CSE central ou pas, définir les modalités du scrutin, ça va être compliqué. Enfin, le troisième point, ça sera après les élections, et on l'a déjà vu sur la présence des suppléants, par exemple, c'est qu'est-ce que je peux ajouter dans mon règlement intérieur qui viendra améliorer mon fonctionnement et mon droit syndical. Très rapidement, le temps avance pour avoir le temps de tout balayer et de faire des questions. Je vais juste vous passer la diapositive suivante, qui est de se dire, il y a deux options. Soit vous avez 3 établissements, à Paris, Lyon et Lille, et dans le fonctionnement de l'entreprise, on reconnaît au chef d'établissement une certaine autonomie, notamment dans la gestion du personnel. Il recrute, il licencie, il sanctionne, il augmente. Et dans l'exécution du service, c'est lui qui gère un peu la mise en place des activités. Si c'est le cas, logiquement, l'employeur doit reconnaître la qualité d'établissement distinct. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, il y aura un CSE d'établissement dans chaque établissement et un CSE central. Vraiment, la ligne, c'est est-ce que le responsable de l'établissement a une certaine autonomie en matière de gestion du personnel. Concrètement, moi, j'ai déjà eu un CSE qui voulait qu'on reconnaisse des CSE distincts. L'intérêt du CSE distinct, c'est que vous allez avoir plus de proximité au terrain, plus de représentants du personnel. Donc, c'est quand même pas mal. Après, comme le dit Alain, il y a certaines problématiques qui, de ce fait, vont remonter au central et échapper à l'établissement. Mais dans tous les cas, si vous n'avez pas d'établissement, il n'y aura qu'un CSE central au niveau de toute la boutique. Donc, moi, le cas que j'ai déjà eu, c'est un employeur qui dit non, mais le responsable de l'établissement de Paris, en fait, il n'est pas autonome. Et devant le juge, les salariés, les représentants du personnel ont été chercher une recherche d'emploi de l'employeur sur son site interne qui dit « Je recherche un responsable de site pour le site de Dijon et ce responsable de site, c'est lui qui recrutera, c'est lui qui licenciera, etc. » Les élus et l'avocat ont présenté ça devant le juge. Le juge a dit « Bah oui, la fiche de poste telle que vous la publiez sur votre site prouve qu'il y a une certaine autonomie en matière de gestion et donc c'est un établissement distinct. » C'est pour vous faire la part des choses. Est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Alors, comment tout ça se passe? Il faut signer un accord avec l'employeur. Si l'employeur dit non, Jean-Pierre, responsable de Paris, il n'est pas du tout autonome et que vous n'êtes pas d'accord, il va falloir aller voir la directe qu'elle tranchera pour vous. Donc, l'employeur tout seul dans son coin va dire j'ai qu'un CSE pour toute la boutique. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir la DRETS, puisque maintenant ça s'appelle la DRETS. Et la DRETS dira l'employeur a raison, le responsable d'établissement, il n'a pas d'autonomie. Ou il dira moi j'ai eu des éléments de la part des élus. J'ai demandé des éléments de la part de l'employeur et les éléments que j'ai en possession prouvent qu'il y a quand même une certaine autonomie locale. Donc, je veux qu'on reconnaisse Paris comme un établissement distinct. Donc là-dessus, première question à vous poser. En sachant que c'est dans le papier, en texte, etc., établissement distinct ne veut pas forcément dire site géographique. Vous pouvez avoir 3 sites géographiques à Paris, Lille et Lyon, comme on le voit là, mais sans autonomie. Dans ce cas-là, dans l'entreprise, il n'y a qu'un établissement global. À l'inverse, vous pouvez avoir un seul site géographique, mais avec un service marketing très indépendant, un service recherche-développement très indépendant, un service production très indépendant, et en tant que tel, sur le même site, ces services peuvent être reconnus comme établissements distincts. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il ne faut pas penser à établissement uniquement en termes géographiques. Établissement, c'est une entité qui a une certaine autonomie dans l'entreprise en termes de gestion. À vous de vous poser la question, est-ce que le découpage aujourd'hui et celui qui va être mis en place correspond à la réalité et vous satisfait? S'il ne vous satisfait pas et qu'il ne correspond pas à la réalité, à vous de faire les démarches pour faire peser auprès de l'employeur, ne pas signer l'accord et essayer de lui faire reconnaître les établissements distincts et sinon finir devant la DRETS qui tranchera pour vous. Et après la DRETS, vous aviez une réponse à une question d'Isabelle. Je vous rappelle qu'on traitera toutes les questions non abordées en fin de séquence, rassurez-vous. Comment est-ce qu'on fait pour saisir le juge en cas de désaccord? Alors, là-dessus, c'est même pas le juge. L'employeur, soit il négocie pas et vous dites attendez, moi je veux négocier, donc vous ouvrez la négociation. Il dit je suis pas d'accord avec vous, moi il n'y a qu'un établissement. Vous dites qu'il y en a plusieurs. Ici, un accord unilatéral. Moi l'employeur, je décide qu'il n'y a qu'un établissement. Et avant de passer au protocole d'accord préélectoral, la page qui s'affiche là, vous allez aller voir la direction régionale du travail, l'adresse, pour dire monsieur,
l'employeur a signé un accord unilatéral, ou plutôt a validé un accord unilatéral sur le périmètre de l'entreprise, je ne suis pas d'accord avec lui, merci d'intervenir. Et la DRETS, alors c'est pas un juge, c'est la DRETS qui va intervenir là-dessus. Et nous avons une question de Véronique aussi. L'association gestionnaire de mon établissement n'a pas mis en place un accord d'entreprise sur la mise en place des CSE et CSEC. Elle s'est uniquement contentée de mettre une DIE pour décider du périmètre des CSE. Est-ce possible d'annuler le processus des élections qui a démarré ? Alors, c'est très technique. Alors, la question, c'est est-ce que vous êtes une seule association ou est-ce qu'il y a une association gestionnaire extérieure qui gère différentes associations? Parce que la DU, c'est DU ou DUP? Enfin, c'est… Alors, logiquement, les DU n'existent plus. Hein, on n'est plus qu'en CSE partout en France. Il n'y a qu'une modalité possible d'instance, c'est le CSE. Après, il peut y avoir parfois des unités économiques et on crée un CSE au sein de l'unité économique, même si ce n'est pas exactement la même entreprise. Alors, si ça ne vous dérange pas, je peux demander à la personne de me recontacter. Moi, je bosse beaucoup pour les associations. J'ai moi-même bossé pour des associations. Et puis, on traite ce point-là à côté. C'est très technique. Il va me falloir des informations un peu plus précises sur l'architecture juridique. Mais mon numéro de téléphone, mon mail, je pense qu'il est possible de le communiquer. Et puis, on se fait un point téléphonique d'ici la fin de la semaine. Véronique a dit « Je veux bien », c'est noté, Xavier. Non, parce que c'est hyper intéressant, mais alors, d'abord, je ne suis pas sûr que tout le monde soit concerné par ça, et puis c'est très technique, il va falloir des éléments. Allons-y. Une fois qu'on a défini le périmètre, qu'on est d'accord, que la DRETS éventuellement intervenue pour dire c'est comme ça et pas autrement, on négocie le protocole d'accord préélectoral entre l'employeur et tous les syndicats qui ont le droit de déposer des listes au premier tour. Le contenu minimum obligatoire, c'est le calcul des effectifs, hyper intéressant, parce qu'en fonction de l'effectif, on va définir le nombre de sièges et le nombre d'heures de délégation. Moi, j'ai 2 cas aujourd'hui où l'employeur dit on est 73 et les représentants du personnel disent non, si on intègre les non permanents, les CDD, les intérimaires, les intermittents, si on intègre les salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, etc., et puis les contrats aidés qui, depuis 2019, font partie du calcul de l'effectif, on n'est pas du tout à 73, on est à 75,3. Et le 75,3, c'est plus de 75, vous gagnez un siège et vous gagnez 1 heure de délégation par mois. Donc, calcul de l'effectif, sachez, même chose, on ne va pas venir là, c'est technique, c'est quelque chose à regarder très précisément. Ça va définir le nombre de sièges, la répartition des sièges par collège, la part des hommes et des femmes dans chaque collège, parce qu'on va le voir derrière, cette part des hommes et des femmes va permettre de définir le nombre de sièges par homme et par femme sur chaque liste, et le déroulement des élections, date, limite, etc. Plus éventuellement, s'il y a un CSE central, le PAP peut être l'occasion d'aborder ce point-là. Souvent, le CSE central fait partie d'un protocole à côté. Donc ça, c'est… Oui. Salariés en apprentissage sont pris en compte dans le calcul? Alors je m'apprête toujours à ces questions-là. Donc j'ai ouvert à côté, c'est pour ça que je regarde une page. Inclus les emplois aidés, contrat initiative emploi et contrat d'accompagnement dans l'emploi. Exclu stagiaires en convention, alternance, apprenti, salarié en contrat de professionnalisation, donc non pris en compte. Il y a aussi des points facultatifs. Alors voilà, l'obligatoire, a priori on ne va pas y couper. L'intérêt, c'est qu'il y a des points facultatifs qu'on peut intégrer et faire du mieux. Hop, c'est ici. Modifier le nombre de sièges, modifier la composition des collèges. Alors, pour tout ça, il faut un accord de tout le monde, de l'employeur et de tous les syndicats. Et pour modifier le nombre de sièges, pour être caricatural, si vous avez 10 sièges prévus par la loi avec 10 heures, il y a 100 heures en tout. Vous pouvez dire, je fais un seul siège à 100 heures, je fais 100 sièges à 1 heure. En gros, vous n'avez pas le droit de faire baisser le volume global d'heures de délégation. Mais vous pouvez dire, j'ai plus d'heures et moins de sièges, ou j'ai plus de sièges et moins d'heures. Pour les entreprises de plus de 300, vous pouvez aussi dire, et c'est là que ça doit passer, on autorise le renouvellement de plus de 3 mandats successifs. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous êtes plus de 300, vous pouvez faire 3 mandats de CSE successifs. Après, vous devez être sur la touche pendant au moins un mandat pour revenir ensuite. Pour les moins de 300, s'il n'y a pas d'accord, vous n'avez pas le droit. Donc, c'est là où vous pouvez dire, attendez, nous, on est une petite boîte, c'est pas facile de trouver des gens qui sont pour être sur les listes. Merci d'autoriser à ce qu'il y ait pour 3 mandats successifs. Le recours au vote par correspondance, etc., tout ce qui est un peu technique, je ne développe pas, mais peut être mis en place dans le PAP. Après, maintenant, on en a parlé, la présentation des listes. Depuis peu, quelques années, il y a une obligation, on va directement passer à l'exemple, de proportionnalité et d'alternance. Ce qui veut dire, je prends l'exemple dans un collège
où il y a 54% de femmes et il y a 10 sièges à pourvoir, eh ben 10 fois 54%, ça fait 5,4%, donc 5,4 sièges, c'est inférieur à 5,5, donc il faut 5 sièges de femmes. Et 5 sièges de femmes, donc 5 sièges d'hommes. Pour information, dans ce contexte-là, si vous aviez 56% de femmes, avec 10 sièges à pourvoir, ça fait 5,6 sièges de femmes et donc 6 sièges. Ce qui compte, c'est que si c'est inférieur à 0,5, on passe en dessous, supérieur à 0,5, on passe au-dessus. Dans ce cas-là, vous avez 10 sièges à pourvoir avec 5 sièges femmes, 5 sièges hommes. La bonne liste, c'est celle du haut. J'alterne, un homme, une femme, ou une femme, un homme, hein, ça c'est pas important, mais j'alterne. Et puis il y a bien 5 hommes et 5 femmes. La liste au milieu, il y a une bonne alternance. Tant qu'on peut, on alterne homme-femme. Par contre, ce qu'il y a de pas bon, c'est la proportionnalité, puisqu'il y a 2 hommes en trop. Il y a ici 7 hommes, il y aurait dû y en avoir 5. La dernière liste, il y a une bonne proportionnalité. Il y a bien 5 hommes d'un côté et 5 femmes. Par contre, l'alternance n'est pas bonne du tout, puisqu'on ne fait pas un homme, une femme. Dans ce cas-là, on est élu, il y a 5 sièges qui passent. Hop, donc les 5 premiers à être pris, c'est ceux-là. Donc voilà le résultat des élections. Vous avez 15 jours pour porter plainte, ou l'employeur qui porte plainte, ou le syndicat en face qui porte plainte en disant vos listes ne tiennent pas la route. Si vous avez dépassé ce délai de 15 jours entre l'élection et les 15 jours, vous ne pouvez plus porter plainte. Toutes ces personnes-là seront élues et on ne pourra pas revenir dessus. Par contre, si dans les 15 jours qui suivent l'élection, l'employeur, un autre syndicat ou même un salarié porte plainte en se disant la liste n'est pas bien constituée, qu'est-ce que va faire le juge? Sur la première liste, tout était bien. Donc, il ne dit rien, il dit ça passe, je garde tout le monde. Sur la deuxième liste, il va dire attention, il y avait 2 hommes en trop. Donc, moi, sur vos 2 élus, je vire les 2 hommes en trop. Et donc, vous n'aurez que 2 femmes et un homme d'élus. Sur la deuxième liste, il va dire là aussi, il n'y avait pas d'alternance. En deuxième place, il aurait dû y avoir une femme, c'est un homme, donc j'enlève l'homme. En 4e place, il aurait dû y avoir une femme, c'est un homme, donc je vire l'homme. Donc, au final, vous avez beaucoup moins d'élus que ce qu'il y avait sur vos listes. En sachant qu'en cas de juge qui annule les élections de certaines personnes, il n'est pas possible de remplacer ces titulaires par des membres de la liste suppléante. Juste, vous les perdez définitivement. Il y aura une carence de postes sur vos listes. Donc, c'est pour ça qu'il faut le prendre en compte. Idéalement, je reviens ici, avoir des listes parfaitement bien équilibrées, celle du haut. Après, on dit parfois, ce n'est pas le cas. Ben, vous pouvez aussi vous dire, je prends le risque, je présente une liste qui n'est pas représentative de ce que ça devrait être. Mais je me dis que peut-être qu'il n'y aura pas d'attaque parce qu'au final, le syndicat en face n'a pas non plus une liste parfaite et donc il n'a pas intérêt à attaquer. J'ai pas de recommandation là-dessus. C'est vraiment un choix par rapport à un contexte. Ce n'est pas interdit de le faire. Vous prenez un risque. Il faut le mesurer, essayer de le calibrer. Isabelle demande si on a moins de candidats masculins que le potentiel, que ce soit masculin ou féminin, que le potentiel requis, pardon, ou que l'obligation. Le juge n'en a rien à faire. C'est pas son problème. Ouais. Non, mais le juge. Donc l'idée, Isabelle, par rapport à ça, c'est que tu peux te dire, mais je fais pas une liste complète. Tu vois, s'il manque un homme et une femme sur le cas du haut, mais je fais pas une liste de 10, je fais une liste de 8. Et dans ce cas-là, elle est parfaitement en règle. Et si j'ai 8 élus, eh ben les 8 auront le droit de siéger. Parce que si tu fais une liste de 10 avec que des hommes à la fin ou que des femmes, alors que ce n'était pas le cas, le risque, c'est que le juge intervienne et vienne te sucrer des élus. Donc, toi, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu prends un risque. Le juge ne prendra pas en compte le contexte, crise d'évocation, etc. Il dira, c'est comme ça que ça doit être, c'est pas comme ça. Donc, moi, j'interviens et comme tu le vois, hop, je supprime des élus titulaires. Après les élections, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a le règlement intérieur du CSE. C'est une occasion en plus de remettre du droit syndical supplémentaire. La règle est claire. Si vous mettez quelque chose dans le règlement intérieur qui est signé par l'employeur, ça vaudra loi dans l'entreprise. Par contre, l'employeur n'a pas obligation de signer si ça lui impose des choses qui ne sont pas prévues par la loi. 2 exemples concrets. Dans votre règlement intérieur, vous dites tous les 2e mardis du mois, tous les élus se rassemblent à tel resto pour préparer l'ordre du jour. L'employeur, il peut signer ou pas, faites ce que vous voulez. Il n'a pas à intervenir là-dessus, vous ne lui imposez pas quelque chose. Donc ça passe. Par contre, si vous dites, on fait ça et c'est à l'employeur de payer, là, l'employeur peut dire, moi, je ne signe pas parce que ça m'impose un droit supplémentaire par rapport à la loi que je refuse. Donc, il ne faut pas croire qu'on va voter à main levée un règlement intérieur et donc on va dire, hop, on est 8 sur 9 parce qu'il n'y a que l'employeur qui vote contre, on a tous 200 heures de délégation par mois, on vote, on gagne. Non, si c'est supérieur à la loi, vous avez besoin de l'accord de l'employeur.
C'est un peu comme un accord d'entreprise. Mais le règlement intérieur est l'occasion de renégocier des droits supplémentaires, des représentants de proximité, des heures de délégation supplémentaires, etc. Tout est possible. On en vient, parce que c'est un point qui était là tout à l'heure, sur en effet l'accueil des nouveaux élus. Alors, la formation, pour moi, c'est prioritaire. On l'a vu, vous avez des super mandats, un peu complexes. Vous avez le droit à une formation économique de 5 jours qui explique le fonctionnement, vos prérogatives, allez-y. Formation, conditions de travail pour tous les élus titulaires, suppléants, 3 à 5 jours, allez-y, pour votre premier mandat, mais également pour votre deuxième mandat. Au-delà de ça, le CSE peut prendre en compte d'autres prises en charge de formation, des formations spécifiques pour le trésorier, pour le secrétaire, sur la qualité de vie au travail, sur des risques spécifiques dans votre entreprise. Vous avez un budget de fonctionnement, c'est des moyens d'action. Allez-y, c'est hyper intéressant. Et par rapport à ça, on le mentionnait tout à l'heure sur les élus un peu perdus, nous on recommande éventuellement la mise en place d'un parcours d'intégration du nouvel élu. Tu viens d'être nouvel élu, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va te faire rencontrer tous les élus de notre liste, puis on va discuter. On va te faire rencontrer les élus des autres listes, que tu les connaisses. On va te faire rencontrer la DRH qui va t'expliquer comment elle conçoit le dialogue social. On va te faire rencontrer le délégué syndical, les autres délégués syndicaux de l'entreprise. On va te faire rencontrer le secrétaire de l'union locale syndicale, voire de l'union départementale. On peut négocier avec l'employeur qu'une fois ou deux au cours de ta première année, tu as le droit de participer aux réunions plénières, même si tu n'es que suppléant, pour prendre en compte ce qui se passe. On va t'inscrire aux formations. Et vous voyez, les entreprises qui maintenant font ce qu'on appelle du onboarding, de la prise en compte d'un parcours d'intégration des salariés dans l'entreprise, nous on se dit que ça peut être hyper intéressant de formaliser un parcours d'intégration du nouvel élu dans ses prérogatives. Et par rapport au point, je crois que c'était aussi Alain tout à l'heure, eh ben, ça peut vous permettre de dire au nouvel élu, t'es pas perdu, on ne te jette pas tout seul dans la piscine, on t'accompagne. Et regarde, avec notre syndicat, tout ce qu'on va te faire. On te fait un parcours d'intégration qui te permet de bien prendre en compte les formalités de prise en compte de tes mandats. Ça peut être intéressant. À vous de le développer. Ça peut être très léger, hein, des rencontres avec les autres DS, avec les autres élus, avec la DRH. Moi, je pense que ça nécessite pas beaucoup de temps. Et puis, au bout de 2-3 mois, l'inscrire à la formation qu'on vient de mentionner ici tout en haut. Mais alors, si on l'a formé, si on a monté en compétences sur des sujets stratégiques, on a développé des compétences, qu'est-ce qu'on fait à la sortie? Alors, exactement. On veut des élus, on l'a vu, de plus en plus formés. Donc, beaucoup de formations, beaucoup de compétences, etc. Puis, on leur dit aussi, par contre, pas plus de 3 mandats. Donc, en gros, tu as passé beaucoup de temps en dehors de ton service et tu sors. Moi, j'ai l'exemple concret. Je viens d'animer une formation des salariés d'une entreprise qui m'ont dit, suite aux élections, les 3 salariés copains qui n'ont pas été élus, arrêt de travail systématique derrière, le lendemain. Parce que j'ai pas mis les pieds depuis 20 ans dans mon service. Je sais plus comment faire. Les autres salariés, je vais pas être au même niveau. Ils vont s'en prendre à moi, etc. Donc, il faut accompagner aussi les sortants pour l'anticiper et dans l'intérêt bien compris de l'employeur, hein, qui va retrouver des salariés qui sont prêts à travailler dans les services. Par rapport à ça, il y a des outils qui existent. Parfois, il y a des dispositifs internes à l'entreprise de reconnaissance des parcours représentants du personnel. 1. 2. Cherchez Mandascope, le mot que vous voyez là, M-A-N-D-A-S-C-O-P, sur Internet. Vous trouverez une brochure d'explication de ce que sont vos mandats, comment on peut les reconnaître. Vous pouvez faire une validation des acquis de l'expérience. J'ai fait un parcours syndical, voilà ce que ça veut dire de moi et les compétences que j'ai développées. Et enfin, il y a l'AFPA, la grosse association de formation professionnelle française, qui a développé un certificat de compétences. Et je vous mets là les 6 points clés qu'ils ont identifiés parce que c'est intéressant pour vous dans vos mandats de vous dire, je ne m'en rends pas compte, mais au quotidien dans mon rôle d'élu, voilà ce que je développe. Je développe éventuellement de l'encadrement et de l'animation d'équipe, de la gestion de traitement de l'information, de l'assistance dans la prise en charge de projet, de la mise en œuvre d'un service de médiation sociale, de la prospection et des négociations commerciales et des suivis de dossiers sociaux de l'entreprise. Tout ça sans savoir où le faites. Faites-le reconnaître. Je passe pour qu'on ait le temps de se montrer, parce que on va passer maintenant, vous êtes élu, vous avez formé les nouveaux entrants, c'est quoi les nouveaux enjeux? Nous, on a listé, par rapport à la situation actuelle aujourd'hui, des enjeux qu'il peut être intéressant d'intégrer. 1. Retour de l'inflation avec possiblement la question salariale. On l'a vu, salariale, très important pour vous et pour les salariés. Possibles conséquences de la guerre en Ukraine sur votre entreprise ou votre association. Je ne dis pas qu'il y en a, je ne dis pas qu'il y en a pas. C'est à vous de la calibrer. Les risques liés au remboursement progressif des PGE, les prêts garantis par l'État. Période de Covid, l'argent était gratuit, on prêtait de l'argent gratuit aux entreprises. Maintenant, il faut rembourser. Est-ce que votre entreprise est en capacité de rembourser ses dettes? L'impact des difficultés de recrutement sur les effectifs et les forces de travail. C'est quelque chose qu'on voit vraiment de plus en plus dans beaucoup de secteurs. On ne trouve pas les bons profils. Ça veut dire qu'on peut perdre des business, on peut perdre des marchés, et puis on peut mettre en difficulté ceux qui sont toujours là, mais le service, il y avait 8 personnes, on ne tourne plus qu'à 6. En termes de conditions de travail, c'est compliqué. Plus pression sur les salaires.
Et enfin, tout ce qui est crise climatique et les nouvelles obligations de ce qu'on appelle la loi climat et résilience, comment vous faites face à cet enjeu sur les conditions climatiques et environnementales. Et c'est l'objet des derniers points. Page 34, c'est super, il y a plein de schémas, c'est que des textes juridiques, on passe, mais c'est en gros, c'est quoi cette loi? Et bien, cette loi en page 35, vous avez un petit résumé, c'est comment je prends en compte l'impact environnemental, je me forme aux enjeux environnementaux, je récupère de l'information auprès de mon employeur pour, avec ma formation, savoir traiter ça, j'intègre les éléments environnementaux dans mes réflexions, dans mes argumentaires, dans mes avis, et je vérifie qu'à son tour, l'employeur intègre bien ces éléments dans les informations, consultations et la base de données économiques et sociales. Donc l'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vous saisir de ces éléments-là parce que vous ne pouvez pas les laisser de côté. Et par rapport à ça, c'est de se dire, c'est quoi l'impact sur l'emploi? Clairement, je suis Renault, 2035, plus de voitures thermiques, ça veut dire quoi en termes d'emploi? Impact sur l'activité, je dois changer mon activité. Impact financier, je ne vends plus que des OE, je ne vends plus de scéniques. Est-ce que je vais gagner plus d'argent ou en perdre plus? Et impact sur l'environnement. Tout ça, vous devez l'intégrer aujourd'hui dans vos réflexions. Voilà pourquoi c'est intéressant d'y aller. Nous, notre point de vue là-dessus, il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas dire faut être vert, il ne faut pas être vert. Il ne faut pas dire c'est bien, c'est pas bien, ça existe pas. C'est là. Ça a des impacts sur votre entreprise. On les analyse et on les analyse à travers toujours la même chose, le prisme de l'intérêt intellectuel, individuel et collectif des salariés. C'est la numéro 1 de vos prérogatives. Je représente l'intérêt individuel et collectif des salariés. En quoi l'environnement peut impacter leur intérêt et comment je les défends. Et Xavier, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une attente des salariés sur le sujet, pour 25% des salariés. 25% en mars, avant qu'on ait dit il n'y a plus d'essence, avant qu'on ait dit ne répondez pas votre pelouse, vous ne lavez pas votre voiture, et puis on va se chauffer à 18. Mais heureusement, il y a des cols roulés. Mais vous vous chauffez à 18 cet hiver. Je pense cette problématique, pendant l'hiver, s'il y a, je ne le souhaite pas, mais des coupures d'électricité ou des restrictions, va prendre beaucoup de place. On va enchaîner avec les questions parce qu'on a un contrat moral avec nos amis. Et alors, je vous rappelle, la présentation qui est un excellent outil de travail. Merci Xavier. On vous la transmet derrière et vous l'aurez avec le replay. Je prends en fonction des scorings des questions qu'on n'a pas traitées. Alexandra nous dit, nous avons régulièrement une organisation. Alors là, on est sur les réunions de CSE. On a régulièrement une organisation syndicale qui monopolise la parole dès le début du CSE, stratégie de leur part. L'employeur fait de rapides et de timides rappels, mais rien ne change. Comment est-ce qu'on gère la collégialité et quand une OS s'arroge la parole dominante? Alors, la loi précise que c'est au président, donc à l'employeur, de gérer la bonne organisation des débats. Donc, en effet, logiquement, c'est à lui de faire ça. Est-ce qu'il est possible de mettre en place une horloge, comme au jeu d'échecs, de dire au débat présidentiel, chacun sur ce sujet à 5 minutes, vous parlez, à la fin de 5 minutes, vous taisez. Tu vois, c'est une possibilité. Dans l'absolu, à part le fait que la loi dit que l'employeur, donc le président, doit organiser le bon déroulement des débats, il n'y a rien qui est dit. Tout le monde a le droit de parler, plus ou moins, etc. Mais c'est à vous de voir dans votre règlement intérieur, par exemple, comment vous pouvez formaliser une approche qui vous garantira que tout le monde a le droit de parler. Après, désolé Agnès, je t'interromps. J'en reviens toujours à la même chose. Vous êtes là pour représenter l'intérêt des salariés, collectif et individuel. Si votre OS a fait 5, 10, 20%, vous représentez syndicalement 5, 10, 20% du collectif. Vous avez le droit de parler. Vous avez le droit aussi de représenter les salariés. Personne n'a le monopole de la représentation des salariés. Et c'est ça aussi qu'il faut faire valoir en interne. Et puis peut-être en externe, si ça déborde trop, dire aux salariés, vos questions ne sont pas traitées par un certain nombre de représentants du personnel qui ne souhaitent pas les traiter. Pour information, quand vous êtes en CSE, vous ne parlez pas au nom de la CGT, de la CFDT ou de la CFE. Ça, c'est le délégué syndical. Vous êtes représentant du personnel. Votre avis en tant que CGT, vous le ferez dans un tract. Votre délégué syndical en parlera. Là, vous êtes représentant du personnel, tous à égalité au CSE. Vous ne parlez pas au nom de la CGT ou de la CFDT. Concernant le PAP, Catherine demande si on doit renseigner les heures de délégation qui seront accordées selon le nombre d'élus. Alors, vous avez un décret qui dit, je l'ai sous les yeux, par exemple, de 100 à 124 salariés dans l'entreprise. Si vous négociez rien, il y a 6 titulaires, 6 suppléants et chaque titulaire bénéficie de 21 heures par mois. Donc, chaque titulaire a 21 heures. Après, avec l'ordonnance travail, il y a des nouveautés. C'est que vous pouvez mensualiser, annualiser, dire j'ai le droit à 20 heures par mois, donc 240 heures dans l'année. Je prends 0 en janvier, 0 en février et je prends 30 en mars. La limite, c'est que vous ne pouvez pas prendre une fois et demie plus que ce à quoi vous avez le droit.
Donc, si tu as le droit à 20 heures par mois, tu peux tous les mois prendre entre 0 et 30 heures du moment que tu ne dépasses pas ton quota de 240 heures. C'est une annualisation du temps de travail des représentants du personnel. C'est assez intéressant. Au-delà de l'annualisation, la mutualisation est possible. Tu peux dire, moi, j'ai pas trop le temps aujourd'hui, donc mes 30 heures, mes 20 heures par mois, je les donne à mon collègue qui est suppléant. Je les donne à mon collègue qui va traiter les questions sur la formation de consultation, sur la politique sociale. Vous pouvez faire une enveloppe commune que vous partagez, toujours avec la même règle. Toi, tu as le droit, si tu as 20 heures par mois, entre 0 et 30 heures. Tu ne peux pas dépasser 30, mais dans ce contexte de 0 à 30 heures, tu fais comme tu veux, entre toi dans l'année et entre toi et tes collègues. Christophe est confronté à un problème. Je me retrouve seul sur ma liste dans 15 jours car mon dernier titulaire part en retraite. Est-ce qu'il peut être remplacé par un autre délégué qui était sur la liste lors des dernières élections, lequel n'avait pas été élu? Alors, si j'ai bien compris, on parle d'élections anticipées, enfin d'élections partielles. Là, on est en cours de mandat, pardon. C'est sa liste d'origine. Il est en cours de mandat. Voilà. Non. Alors, les titulaires, quand ils quittent, sont remplacés par des suppléants. Les suppléants qui deviennent titulaires ne sont pas remplacés. Tu feras des élections partielles si, tu es à plus de 6 mois du mandat suivant, des élections suivantes. Donc, il faut au moins qu'il y ait 6 mois à faire. Et s'il y a un collège qui disparaît complètement, il n'y a plus le collège 1, il n'y a plus le collège 2, il n'y a plus le collège 3, tu remplaces. Ou s'il y a plus de la moitié des élus titulaires qui sont partis. Et titulaires, c'est ceux qui étaient titulaires au début ou ceux qui étaient suppléants et qui sont devenus titulaires. En gros, il y avait 10 postes de titulaires. Aujourd'hui, tu ne fonctionnes plus qu'avec 4 personnes. Il reste plus de 6 mois de mandat. L'employeur doit mettre en place des élections partielles. Question toute simple et pratique de Rita, mais ça peut concerner beaucoup de gens. Est-ce que vous mettez en place des formations en distanciel, en visio? Oui. Réponse simple. Question simple, réponse simple. Cécile nous dit, pour les non-augmentations, il y a toujours la même réponse de la part de l'employeur. C'est à cause des IRP. Comment pouvons-nous gérer cette problématique récurrente? À mon avis, contestable. Alors, c'est là où la communication est hyper intéressante. C'est là où vous ne faites que reporter à l'employeur les questions des salariés, en les recalibrant peut-être parce que vous connaissez la situation économique. Il faut bien dire à l'employeur, c'est pas la CGT, c'est pas la liste machin qui réclame 5%. On a fait un questionnaire auprès des salariés, ils demandent 8%. Par rapport à la situation économique et financière, on voit que ça tient pas la route. Nous, on va vous demander 6%. Maintenant, on vous pose ça, on a des arguments, on a un rapport de force à mettre en place. Que répondez-vous aux salariés qui ont fait la demande de 8%? Et les IRP n'ont rien à faire là-dedans. Vous passez le plein. Et l'air de rien, c'est l'employeur qui refuse. C'est là où, quand je vous dis qu'un avis argumenté est hyper intéressant, quand vous allez dire à l'employeur, est-ce que vous acceptez de changer les portes de sortie des nouveaux locaux? Est-ce que vous acceptez qu'il y ait des accès handicapés? C'est pas vous qui allez dire avis défavorable ou défavorable. L'employeur va être obligé de dire, je refuse. Et ça, c'est de la communication. Il faut communiquer sur ce que vous avez réussi à faire évoluer et sur ce que l'employeur a refusé de faire évoluer. La personne qui paye les salariés, c'est l'employeur, ce ne sont pas les IRP. Il va falloir qu'ils factualisent pourquoi les IRP empêchent les salariés d'être augmentés, alors que c'est une demande des IRP d'augmenter les salariés. Il y a un moment, il faut lui dire, ils veulent ça. Nous, on prépare leur demande, on l'argumente, on a des textes juridiques, on a regardé ce qui se passe chez les concurrents, on a des difficultés de recrutement. Est-ce que oui ou non, vous acceptez d'augmenter les salaires de 8%? Vous nous le dites, et puis nous, on ira voir les salariés en disant il a dit oui ou il a dit non. Mais c'est vous qui répondez aux salariés. Il faut sortir du truc, j'ai 3 responsables syndicaux en face de moi et je dis non à 3 personnes. Non, ils m'ont fait passer les demandes des salariés et je vais répondre au collectif de travail. Est-ce que tu peux répondre à la question de Benoît qui demande si tu peux rappeler très vite comment on peut introduire la possibilité de faire plus de 3 mandats dans une entreprise de plus de 300 salariés? Impossible. Je vais répondre, Benoît, je prends ta question avec plaisir, mais malheureusement, la réponse est négative. Il est interdit par la loi dans les entreprises de 300 salariés de modifier la règle de maximum 3 mandats. C'est possible uniquement dans les moins de 300. Pour les moins de 300. L'employeur peut-il faire 2 élections distinctes après la fusion de 2 établissements? Non, logiquement. Alors, la question telle que je la comprends, il y a une entreprise qui en rachète une autre. Et l'entreprise qui rachète sont ces IRP qui vont gérer tout le monde. Il n'y a pas d'élection, ils ont été mandatés pour 4 ans, ils vont gérer pendant 4 ans tout le monde. Et moi, j'ai le cas de petites entreprises qui en rachètent des grosses, et c'est la petite entreprise avec son CSE de 4 personnes qui gère après 2000 personnes. Ouais. Après, par accord, tu peux négocier des élections anticipées, mais l'employeur n'a pas obligation. D'accord. Et l'employeur a-t-il le droit de poser des questions? Pardon. Vas-y, Agnès. Est-ce qu'on peut poser des questions d'augmentation en dehors des NAO? C'est Isabelle. Bien sûr. Même chose.
dans les formations, j'en reviens, moi je dis les 4 pages sur ce que la loi prévoit dans vos prérogatives, toujours les avoir avec vous. Parce que vous représentez l'intérêt des salariés de manière permanente. Vous avez le droit de poser toutes les questions qui concernent l'organisation de l'entreprise, l'organisation du travail, les salaires, les rémunérations, tout le temps. L'employeur n'a pas le droit de dire non. La NAO est le moment formel dans l'année où les organisations syndicales ont négocié avec l'employeur les augmentations de salaire. Dire « j'ai plus le droit de le faire parce qu'il y a eu des NAO », c'est faux. Demandez-lui s'il file des bonus à ses cadres à des moments ou à un autre. Bien sûr qu'il le fait, et bien sûr qu'il le fait en dehors des NAO. C'est bien que ce soit formalisé dans un processus, c'est l'occasion de le faire, mais rien n'interdit de le faire d'abord. À tout moment, vous avez le droit de dire les salariés ont une perte de pouvoir d'achat parce qu'ils n'ont pas été augmentés et que l'inflation est de 10%. Et qu'il a le droit de prendre ça en compte. Une question d'Anne-Sophie, toute simple. Est-ce qu'on peut communiquer, on revient aux réclamations individuelles, oui. Est-ce qu'on peut communiquer à la sortie de la réunion? Car, dit-elle, 1 mois après, c'est bien trop long pour traiter et communiquer sur les réponses aux questions individuelles. Alors, exactement. Légalement, par rapport à une réunion du CSE, le PV va être établi dans les 15 jours qui suivent par le secrétaire, avec les difficultés que le collègue disait tout à l'heure. Il est validé en réunion suivante. Le PV expurgé des informations confidentielles, individuelles et des secrets pour être communiqué aux salariés. Ça, c'est le formalisme du PV, procès verbal. Par contre, une communication en sortie de CSE, tu fais tout ce que tu veux. Alors, idéalement, respecte la confidentialité, tout ce qui est secret de fabrication et données individuelles. Par exemple, dire Jean-Pierre de la compta n'a pas ses primes. Il vaut mieux dire il y a des personnes qui n'ont pas leurs primes. Mais si tu respectes ça, tu peux communiquer tout ce que tu veux dès la sortie du CSE. Après, le seul risque, c'est qu'en communiquant trop tôt, l'employeur se dise « Tiens, en CSE, je me suis peut-être engagé un peu trop, je ne vais pas valider le PV suivant parce que j'ai trop pris d'engagement. » Mais c'est un risque qui n'est pas juridique. Juridiquement, tu dis tout ce que tu veux en sortie de réunion à partir du moment où tu respectes la confidentialité et les secrets individuels. Régis nous dit, sous réserve que l'employeur… Ah oui, c'était sur la préparation. Il semble qu'il y ait un problème derrière d'accès aux documents en amont des réunions du CSE, si l'employeur ne fournit pas les docs en temps et en heure. Alors, les docs doivent être remis avec l'ordre du jour au minimum 3 jours avant la réunion. S'il n'y a pas de doc, il n'y a pas de réunion. Merci, c'est vite vu. Le CSE doit disposer d'une information écrite et argumentée. Voilà. Rita souhaiterait le calendrier de formation 2023. Je voudrais le communiquer aux autres membres du CSE pour qu'ils puissent anticiper leur inscription. Exactement. Alors nous, bien sûr, on est forcément le meilleur organisme de formation en France et à l'international. Beaucoup de cabinets propres au CE ont leur calendrier de formation. C'est à la demande, que ce soit nous ou les autres. Vous dites, on veut être formé sur ça. Eh ben, le calendrier, c'est vous et nous qui allons le définir. Quand vous voulez être formé, à quel endroit, etc. Pour rappel, le CSE choisit l'organisme de formation. L'employeur n'a pas imposé le sien. J'ai déjà eu des réunions avec des formateurs côté employeur. Le discours n'est pas exactement le même que pour nous. Les deux sont objectifs, mais on n'est pas neutre et l'employeur n'est pas neutre. Mais voilà, le calendrier, il est à votre demande. Il y a des thèmes, toutes les formations possibles, et puis on définit ensemble le contenu, la date, le lieu, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand le secrétaire du CSE ne fournit pas les PV définitifs de réunion? Que peuvent faire les autres élus? C'est là où la loi prévoit que les PV sont formalisés sous 15 jours par le secrétaire. Donc, si la loi le prévoit et que le secrétaire ne le fait pas, techniquement, il peut être inquiété juridiquement. Après, avant de passer devant un juge, parce que devant les autres salariés, ce n'est pas idéal de s'envoyer des procès entre listes, faut voir comment on peut le faire, pourquoi c'est un outil intéressant, pourquoi c'est un outil important, essayer de le contraindre. Après, au final, c'est le juge. Si la loi n'est pas respectée, c'est le juge qui tranchera. Et peut-être, après, c'est toujours la même chose, comprendre la difficulté. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il n'a pas de temps, parce qu'il ne sait pas écrire, j'en sais rien, mais peut-être lever les difficultés pour mettre en place une orga qui permettra au secrétaire de le faire. Peut-être que vous pouvez, avec le budget de fonctionnement, payer une entreprise, et ça existe, qui va prendre vos prises de notes de réunion. Il n'a plus qu'à le remettre en forme. Peut-être qu'il peut demander à un suppléant, en lui filant quelques heures de délai, comme on le voyait, d'écouter la bande et de retranscrire par écrit. Voilà, il faut comprendre pourquoi il ne le fait pas d'abord, et puis essayer de lever les trucs. Après, s'il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas, et ben là, c'est le juge. En cas de non-réponse du président qui se reposait sur des invités qui ne viennent pas à la réunion, est-ce que ça constitue un délit d'entrave? Suffit pas. Quel type d'invité? Je ne sais pas. Si la personne posait la question.
En effet, en CSE, tu peux avoir des invités. Nous, on est invités quand on présente nos rapports. Après, c'est toujours la même question. Pour moi, les invités interviennent et c'est le CSE qui, lui, va poser des questions au président par rapport à ce que les autres personnes ont présenté. Et là, il a l'obligation de répondre aux membres du CSE. Oui, mais je peux peut-être la comprendre en disant, si le président a un devoir d'information ou consultation du CSE, il ne peut pas reposer sur l'absence de l'invité et se dégager de son obligation. Non. Après, dans le pire des cas, si c'est un projet important et qui décale l'information consultation, il décale le rendu d'avis, il décale la mise en place du projet. Mais dans tous les cas, s'il a inscrit à l'ordre du jour information consultation sur tel thème, il la lance. Une fois de plus, il a autorité et compétence, c'est à lui de faire. Il peut se faire aider par d'autres, mais c'est sur lui que reposent les débats du côté de l'employeur. Ok. Et que le temps tourne, mon cher. Est-ce que Agnès, on a à peu près traité toutes les questions? J'espère. Vous êtes très nombreux et c'est très agréable. Xavier est très réactif. Je dirais que ça donnerait presque envie de renouveler et de prolonger parce que les sujets, on en a abordé énormément, mais l'année qui vient va être stratégique pour beaucoup d'acteurs. On va rappeler que l'ensemble sera disponible en replay sur CSE Matin. On va vous adresser, comme promis, et avec l'autorisation évidemment de Xavier, sa présentation PowerPoint. Nous vous remercions. Alors, on a débordé 10 minutes. On essaie de ne pas le faire d'habitude, mais vous avez été très, très bon sur les questions. Merci à Xavier d'avoir joué le jeu. On vous souhaite beaucoup de courage pour cette année passionnante. Et puis, sans doute, à très bientôt sur CSE Matin pour de nouvelles aventures, Xavier. Ouais, merci à toutes et à tous. Un dernier point, beaucoup de salariés disent mais le CSE ça sert à rien, les choses n'évoluent pas. Moi je dis toujours au CSE de répondre non mais attendez, si on n'était pas là, les choses évolueraient bien plus vite et dans le mauvais sens. Donc déjà le fait que les choses n'évoluent pas, c'est un super acquis grâce à vous, sachez-le. Et nous après, si on peut obtenir pardon, vas-y. Si on peut obtenir du plus, c'est mieux, mais déjà le fait d'empêcher l'employeur de retourner en arrière et de faire moins bien, c'est grâce à vous. Vous avez des super mandats, vous êtes utiles au quotidien. Et tous les jours, comme journaliste, je peux vous dire qu'on le constate. C'est la construction sociale dans ce pays, elle émane d'abord de l'interaction et du travail co-constructif avec les élus. C'est vrai qu'on a tendance à voir les trous dans la raquette, mais voyez ce qui est fait, comme tu le dis, qui est absolument considérable et qui est créateur de normes en interne. Oui, exactement. Qui est quand même un pouvoir considérable. Merci à tous, merci de nous avoir suivis aussi nombreux. Au plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver. Merci à tous et à tous. Prochain webinaire de CSE. Merci beaucoup et merci encore à toi, Xavier. Merci, à bientôt. Merci, Xavier. À bientôt.